Bien, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être présent à cette première webconférence organisée par l'Ordre des architectes de Normandie, plus particulièrement le groupe Transition écologique en partenariat avec l'ARP Normandie, Novéatech. Chambre d'agriculture, hein. Exactement. Et Tradical. Voilà, écoutez, maintenant je vais laisser la parole à François Glaiseau de l'Arp Normandie pour commencer cette webconférence sur le chanvre et la construction chanvre. Bonjour à tous et merci beaucoup au CROA de nous inviter. Vraiment, c'est une grande chance de pouvoir parler du chanvre dans le bâtiment en Normandie. Alors du coup, pour présenter cette conférence, je voulais vous parler du projet de développement de chanvre qu'on est en train de mettre en place en Normandie avec la Chambre d'agriculture et Novéatech, son cluster. Peut-être avec Tradical, on l'espère très bientôt, et l'Ordre des architectes aussi, qui pourront être co-acteur de ce projet voilà, en vue de développer l'utilisation du chanvre dans le bâtiment, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'alimentaire ou le textile, ou encore la plasturgie, la bioplasturgie. Alors, je ne vais pas vous présenter toute l'ARP Normandie parce que ça serait un petit peu long, mais du coup, vu le public qu'on a, j'ai proposé de faire vraiment un petit récapitulatif de ce que c'était. Donc, l'association régionale de promotion de l'éco-construction, c'est une association, du coup, comme son nom l'indique, qui essaie de développer surtout l'utilisation et la connaissance autour des matériaux biosourcés locaux, afin forcément de diminuer l'empreinte carbone de nos constructions. Et qui, pour cela, travaille à faire de la sensibilisation pour les consommateurs et qui essaye aussi d'accompagner le plus possible les professionnels et les collectivités. Alors les professionnels en leur donnant une visibilité et les collectivités en ayant plusieurs outils à leur disposition, donc notamment dans leur cadre de leur PCAET, donc les plans climat, air, énergie, territoire. On essaye d'accompagner le plus possible les collectivités pour qu'elles prennent en main leur transition à l'échelle de l'habitat. Et puis, afin vraiment d'accompagner concrètement les collectivités ou les projets hors habitat individuel, on a aussi plusieurs services, donc qui est, par exemple, un guide pour les collectivités pour l'intégration des écomatériaux dans leurs projets de rénovation ou de construction. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'expertise d'écomatériaux, qui est un nouveau service conventionné avec la région Normandie, pour accompagner toutes les collectivités à proposer des écomatériaux dans leurs projets. Donc la sollicitation est très simple. Une collectivité a un projet d'aménagement ou de rénovation, elle peut faire appel à l'ARP Normandie pour voilà, des conseils, une orientation sur leurs matériaux les plus pertinents à mettre en œuvre pour tel ou tel projet. Là, je vais laisser la parole à Sophie qui va vous présenter du coup la chambre d'agriculture. Bonjour, donc moi je vais vous présenter le service Novéatech des chambres d'agriculture. Nous on travaille principalement sur tout ce qui est aspect non alimentaire de la valorisation des agro-ressources normandes. Notre but principal, comme on est chambre d'agriculture, c'est quand même de dynamiser la création de valeur ajoutée pour les agriculteurs. Pour ce faire, on va travailler sur des nouvelles filières, mais avec des débouchés un peu différents. On va vouloir développer, nous, la construction, la cosmétique, la plasturgie. Et on a, chez Novéatech, on a 3 grands axes de travail qui sont la méthanisation, la chimie du végétal et les agromatériaux. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, on pourra détailler un peu plus. Mais là, c'est le principal pour aujourd'hui. Donc voilà, donc le projet Chanvre Normand développé aujourd'hui, c'est vraiment essayer de faire une analyse complète de tout le potentiel normand qu'on a et d'essayer de fédérer tous les acteurs du chanvre pour vraiment avoir une visibilité plus importante, plus accrue et puis apporter plus de sensibilisation autour de cette plante. On a aussi bien sûr le projet de former les élus à l'utilisation de la plante et de ses coproduits. Juste à titre d'information, nos 2 présentateurs rentreront beaucoup plus dans le détail après, mais le chanvre est vraiment une culture très intéressante puisque c'est une culture sans intrants chimiques, donc même une culture conventionnelle n'a pas besoin d'intrants chimiques dedans ou de quoi que ce soit. Elle a besoin de très très peu d'arrosage puisque généralement juste de l'arrosage normand ça suffit largement à ses besoins.
Donc ça préserve grandement la ressource en eau et puis c'est une variété très intéressante dans la rotation des cultures puisque ça permet de tuer les adventices qui sont communément mal appelées les mauvaises herbes. Voilà. Donc par exemple pour l'intérêt du bâtiment, on en retire deux coproduits. Donc vous avez la photo en haut à droite qui représente un champ de chanvre et les deux coproduits majoritairement utilisés dans le bâtiment aujourd'hui, on parlera plutôt du bâtiment, sont la chêne-vote un peu à gauche et la laine de chanvre à droite. Et alors pour ces deux coproduits de l'agriculture du chanvre, on a à titre indicatif 1,9 kg de CO2 équivalent stocké par kilo de chêne-vote. Donc c'est très intéressant au niveau du stockage de carbone et donc du coup de bonification de l'empreinte carbone du matériau. Et puis pour les laines isolantes, donc la laine de chanvre, on a 1,7 kg de CO2 stocké dans 1 kg de laine de chanvre. Juste à titre informatif, nos intervenants viendront plus dessus, mais en 2005, l'ACV réalisé par l'INRA pour un mètre carré de mur avec une épaisseur de 36 cm en béton de chanvre avait un stockage de CO2 de 0,48 kg, contrairement à un monomure de 37 cm qui était plutôt lui émetteur de 1,47 kg, ou alors le parpaing ciment complexe BA13 polystyrène ou laine minérale qui lui émettait un demi-kilo de CO2 dans l'atmosphère. Donc du coup, en Normandie, on a quand même la chance énorme d'avoir des très gros acteurs du chanvre déjà présents, notamment AgroChanvre, donc qui est une coopérative agricole qui a une unité de défibrage du chanvre et de valorisation pour de la papeterie et pour de la chêne-vote, pour bien d'autres matériaux encore, et qui est du coup validé par un couple béton de chanvre avec Tradical, Césat et Vicat. Il y a aussi Ecopertica dans l'Orne, qui est une unité un peu plus petite, dans laquelle c'est surtout beaucoup de recherches qu'ils font pour valoriser les bétons de chanvre et voilà, et faire de l'éco-construction à une échelle plus locale. Et puis il y a d'autres structures, bien sûr, on ne pourra pas tous les lister, mais notamment l'association Lin et Chanvre Bio, qui fédère beaucoup les acteurs des cultures locales à bas niveau d'intrants. Si vous cherchez des professionnels pour réaliser, on espère que la réunion vous donnera l'occasion et la volonté de faire de la construction avec du chanvre. Je vous ai proposé ici une petite liste d'artisans référents dans l'ARP Normandie pour justement leur faculté à utiliser des mélanges de chanvre ou de terre chanvre ou même de laine de chanvre. Et donc, n'hésitez pas à solliciter ces professionnels-là autour de vous. Donc, ils sont ici présentés. Voilà. Pour ma part, j'ai fini et je laisse du coup la parole à Théo Vincenslas. Bonjour tout le monde. Alors donc je me présente rapidement, donc c'est Théo Vincenslas, donc je suis actuellement enseignant-chercheur sur un poste temporaire donc à l'université de Bretagne Sud, du côté de Lorient. Et j'ai réalisé une thèse récemment sur la thématique du terre-chanvre, et donc notamment sa caractérisation et donc la problématique aussi de la variabilité des matériaux qu'on y met. Donc ce que je vais essayer de faire dans un premier temps aujourd'hui pour cette première partie de la conférence, c'est de vous présenter quelques généralités autour de la plante et ensuite de vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec, donc avec les coproduits que nous a présenté François, et je vous donnerai quelques données de performance hydrothermique et ensuite on arrivera sur une deuxième partie donc sur les impacts sociaux et environnementaux des constructions à base de chanvre. Ce qui est intéressant en fait dans un premier temps de regarder, c'est sur le chanvre, c'est de se placer à l'échelle microscopique. Et donc ce que je vous ai placé ici à droite, c'est une image d'une section, donc d'une coupe d'une tige de chanvre. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en vert, à l'intérieur de la plante, on a une partie qu'on va appeler le xylème, qui est donc le bois, et donc à partir duquel on va extraire la chêne-vote. Donc en rouge à l'extérieur jusqu'à vraiment l'écorce de la tige, on va avoir une partie qu'on va appeler plus le phloème, et donc qui est une partie qui va nous permettre d'extraire des fibres
longue et donc fabriquer de la laine de chanvre. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir sur cette image, c'est que on a un matériau qui est hautement poreux, qui a beaucoup de pores, et donc ces pores permettent à la fois d'enfermer de l'air et d'obtenir un matériau léger. Donc, c'est deux caractéristiques qui font qu'on a un matériau qui va nous permettre d'avoir des performances isolantes, des propriétés isolantes. Justement, sur ces propriétés isolantes, là, ce que je vous ai placé à droite, c'est un petit graphique qui vous montre pour l'ensemble des matériaux du bâtiment, donc des laines isolantes très légères jusqu'au béton et aux aciers très lourds. Je vous ai placé donc leurs masses volumiques en fonction de leur conductivité thermique. Donc la conductivité thermique, plus elle est faible, plus on a un matériau isolant. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un lien direct entre ces deux données. Et donc entre 100 et plus de 10 000 kg par mètre cube, on a des matériaux qui sont de plus en plus conducteurs de chaleur, donc de moins en moins isolants. Et entre 10 et 100 kg mètre cube, on a plutôt une relation d'équivalence, et donc on va avoir des matériaux qui vont être en général isolants, puisqu'on a une conductivité thermique inférieure en général à 0,08 watts par mètre Kelvin. Donc ce que ça veut dire là, c'est simplement que d'une part, les matériaux biosourcés et naturels, de par leur structure alvéolaire, en fait, optimisent le volume de solide et donc leur densité, et font que on obtient, comme je vous l'ai dit juste avant, des matériaux qui sont plutôt isolants. Et le deuxième message que je souhaite passer un peu là, à travers ce graphique, c'est le fait que on ne peut pas avoir un matériau qui soit à la fois isolant et à la fois porteur, puisqu'il faut, pour être porteur, avoir un matériau très dense, très lourd, et donc qui sera capable de résister mécaniquement. Voilà, donc tous les isolants seront en dessous de 100 kg ou enfin 500 kg par mètre cube. Donc ici, pour continuer, justement, on a l'habitude de parler des isolants comme ayant une seule fonction, donc d'isoler thermiquement nos bâtiments. Et donc on a en général une approche fonctionnelle des bâtiments. Donc on va considérer l'isolant comme participant seulement au confort thermique, et par exemple on associera la ventilation au confort Y, donc la régulation de l'humidité. Ce que je vous propose ici, moi, c'est de regarder plutôt l'ensemble des parois du bâtiment comme participant au confort thermique Y et acoustique, et donc d'avoir en fait une approche holistique globale des matériaux et des parois constituées par ces matériaux. Donc, si on prend justement nos isolants, ils vont donc avoir une capacité à isoler, donc à empêcher les transferts de chaleur, donc c'est ce qu'on regarde avec la conductivité thermique, mais pour certains d'entre eux, ils vont aussi avoir une capacité à stocker la chaleur et la retransmettre lorsque c'est nécessaire. Côté régulation de l'humidité, de la même façon, on va avoir des matériaux, et notamment les matériaux biosourcés, qui seront capables de transférer l'humidité d'un côté ou de l'autre de la paroi, mais qui seront aussi capables de stocker la vapeur d'eau et de la retransmettre lorsque c'est nécessaire. Donc on a ici deux autres paramètres, donc la perméabilité à la vapeur et l'absorption, donc le stockage d'eau sous forme de vapeur. Et pour finir, on a donc côté acoustique, il faut aussi regarder donc les performances de nos matériaux de ce côté-là, et donc on a des matériaux qui vont être isolants acoustiquement, donc qui vont isoler l'extérieur de l'intérieur, mais aussi participer à l'amortissement, donc au fait qu'on empêche une pièce de résonner, d'avoir de la réverbération. Ok, donc ça c'était quelques petites généralités, et donc on revient sur le chanvre. Donc comme vous l'a présenté François, on peut à partir du chanvre entier, donc de la tige, obtenir deux sous-produits, donc la laine d'un côté et la chaîne-vote de l'autre. Et donc avec la laine, on va pouvoir l'utiliser directement en vrac dans certaines solutions constructives que je vous présenterai par la suite. Et on peut transformer cette laine, donc avec un certain processus plus ou moins industriel, en rouleau ou en panneau. Et la chaîne-vote, de l'autre côté, on va de la même façon pouvoir l'utiliser en vrac. Donc je vous présenterai aussi quelques solutions constructives à partir de chaîne-vote vrac. Mais on peut aussi, comme on le verra dans la suite de cette conférence,
réaliser des bétons biosourcés, donc des mélanges de chêne botte et de liants minéraux, donc avec de la chaux ou de la terre. Et donc avec l'ensemble de tout ça, on peut isoler, donc dans certains cas, ou dans d'autres, le sol, les murs, la toiture, etc. Pour commencer, avec la laine de chanvre, ce qu'on peut faire, donc là c'est des photos donc, qui sont issues des Copertica et donc de certains chantiers des Copertica. On peut donc mettre en œuvre la laine de chanvre en fait par soufflage. Donc on utilise pour ça une machine toute simple, une souffleuse qui nous permet de souffler la laine de chanvre donc, dans tout le bâtiment et donc l'amener à différents étages. Et donc utiliser en fait la laine de chanvre en vrac, ça a plusieurs avantages, mais notamment le fait que on peut se glisser dans plein d'endroits, dans de petits interstices, notamment quand on a des endroits un peu compliqués à mettre en œuvre. Et donc de cette façon couper facilement les ponts thermiques et obtenir en fait une paroi homogène, donc ainsi atteindre des performances thermiques vraiment intéressantes. Et donc de cette façon, on a une mise en œuvre qui est relativement simple. De cette manière, pour les planchers et les dalles, on peut donc mettre en œuvre la laine de chanvre avec donc ces trois principes qui sont relativement simples et donc, connus. On peut avoir des planchers donc avec suspente et avec surépaisseur d'isolant. Donc dans les deux cas, on a un système constructif qui nous permet justement de couper les ponts thermiques, donc d'avoir une bonne épaisseur d'isolant. Et on a des solutions courantes, donc comme on le voit en haut à droite. On peut donc aussi isoler les rampants. Donc là, cette fois-ci, on vient souffler la laine de chanvre directement dans des coffres, des coffrages qu'on a réalisés en sous-toiture au préalable. Et donc, comme on est en pente, il faudra maintenir cette fois-ci la laine de chanvre avec une corde de type sisal qu'on vient mettre en diagonale sur les coffrages ou une grille toute simple. Et on vient poser par la suite le frein vapeur puis la finition. Et on peut aussi réaliser du coup des doublages de murs. Donc, de la même façon, on vient souffler la laine de chanvre dans un coffrage qui est cette fois-ci séparé du mur à isoler. Et comme il n'y a pas de pente là, on va maintenir la laine de chanvre simplement en posant au fur et à mesure le frein vapeur. Donc, côté chaîne-botte, la chaîne-botte elle se met en œuvre simplement par déversement. Donc on la reçoit en big bag ou en sac. Et donc on vient déverser la chaîne-botte sur donc quand c'est pour isoler un plancher sur lequel on a au préalable posé un frein vapeur ou ce qu'on appelle un voile anti-poussière. On vient ensuite niveler notre chaîne-botte et on va pouvoir par la suite poser des dalles donc type fer-bacelle ou placo et ensuite avoir la finition. Donc là encore, c'est une méthode constructive qui permet d'avoir de bonnes performances thermiques et acoustiques puisqu'on vient totalement séparer nos deux pièces haute et basse avec notre isolant. Donc on a un isolant qui est homogène, facile à mettre en œuvre et qui coupe encore une fois les ponts thermiques et les transmissions acoustiques. Donc je vous présente ici la résistance thermique. Donc j'en avais pas parlé avant, mais donc la résistance thermique c'est simplement un calcul par rapport à la conductivité thermique. Donc on vient diviser l'épaisseur de notre mur par la conductivité thermique de l'isolant qu'on utilise en son sein. Et donc ce que je vous présente là, c'est pour justement des performances équivalentes en fonction de différents matériaux. Donc à une résistance thermique de 6, quelle épaisseur de matériaux il faudra mettre. Donc ce qu'on voit, c'est que la laine de chanvre se place à une épaisseur d'environ 25 cm pour obtenir cette résistance thermique. Et donc c'est plutôt dans le même ordre de grandeur que de nombreux matériaux. Donc comme on voit, la fibre de lin, la fibre de bois, etc. Et donc c'est pas une super performance, mais comme je l'ai dit plus tard, c'est pas au préalable, c'est pas le seul paramètre à considérer sur des isolants. Donc ce que je vous ai mis ici, donc cette fois-ci, c'est un petit graphique à gauche qui nous permet de comparer la laine de chanvre et la chaîne-botte avec d'autres matériaux, encore une fois. Donc ce qu'on voit, c'est que on a une différence relative entre ces deux matériaux et que ces deux matériaux nous permettent d'avoir des performances qui sont tout à fait dans le même ordre de grandeur, dans la même gamme que d'autres isolants classiques, conventionnels type laine de roche, laine de verre ou biosourcés type laine de bois ou boîte de cellulose. Et donc à droite, je vous ai placé un petit tableau sur lequel vous pouvez revenir puisque vous avez la présentation,
dans lequel vous avez différentes données, donc les masses volumiques qu'on peut atteindre avec ces matériaux quand on les pose en vrac, leur conductivité thermique, qui dépend donc, comme je vous l'ai dit, de cette masse volumique, leur résistance à la diffusion de vapeur. Donc pour la chaîne Bot, j'ai pas vraiment de données, parce qu'en fait, elle dépend beaucoup du système constructif qu'on utilise, donc des freins vapeur et des pare-pluies qu'on va pouvoir mettre. Leur sorption, donc comme je vous ai parlé avant, c'est la capacité du matériau à stocker la vapeur d'eau. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la sorption des matériaux biosourcés, et notamment du chanvre, est très élevée. On va dire qu'ils ont une hygroscopicité forte. Et donc, à titre de comparaison, je l'ai pas mis là, mais la laine de verre et la laine de roche sont plutôt de l'ordre du pourcent, simple, de 1 à 2, 3% quand même. Voilà. Et concernant la capacité calorifique, donc la capacité de mon matériau à stocker la chaleur, elle est dans le même ordre de grandeur que aussi tout type de matériau, que ce soit biosourcé ou conventionnel. Là, ça va être plutôt la masse qu'on va apporter qui va jouer sur notre performance, notre capacité à stocker nos chaleur. Voilà. Donc, je vous ai présenté un peu ce qu'on pouvait faire avec ces matériaux. Je vais essayer maintenant de vous présenter quelques notions d'impact sociaux et environnementaux du chanvre et de ces différents systèmes constructifs. Ok. Donc, premièrement, je vous ai placé un petit graphique donc, qui est ici issu d'un livre assez connu donc, de l'isolation thermique écologique par Jean-Pierre Oliva et Samuel Conget, dans lequel on retrouve en fait l'énergie grise nécessaire à fabriquer différents matériaux d'isolation. Donc on va avoir tout à gauche la chaîne Bot, qui nécessite très peu d'énergie grise pour l'obtenir, et la laine de chanvre au centre, qui nécessite un peu plus d'énergie grise. Donc là, il y a deux choses à regarder. Il y a premièrement donc le fait que il y a une grande différence. À quoi elle est due? Elle va être due d'un côté à l'allocation qu'on donne lorsqu'on fait les calculs d'analyse de cycle de vie. Donc en général, cette allocation elle est économique et en fait la laine de chanvre coûte plus cher, donc on va lui allouer plus d'impact. Mais l'autre chose qui est à noter et qui est là physique, c'est le fait que dans cette étude, les laines de chanvre qui sont considérées, c'est des laines de chanvre donc en rouleau ou en panneau. Et pour les obtenir, il y a une transformation importante, plus des ajouts de environ en général 30% de polyester. Et donc ça va vraiment impacter donc l'énergie nécessaire à fabriquer notre matériau et l'impact donc sur l'environnement derrière. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une vraie différence entre utiliser des matériaux en vrac avec des systèmes constructifs adaptés comme on l'a vu, ou utiliser des matériaux déjà transformés en termes d'impact sur l'environnement. Donc on a vu l'énergie grise et là je vous présente un graphique issu de la même source sur le bilan carbone. Et donc de la même façon, on va voir qu'on a une différence entre laine de chanvre qui est soulignée au centre et chaîne Bot tout à gauche. Et donc encore une fois, on retrouve en fait cette différence qui est due à l'allocution des impacts et au fait que le matériau soit plus ou moins transformé. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'on a une vraie différence vraiment importante entre les matériaux biosourcés, quels qu'ils soient, et d'autant plus pour notre chanvre, et les matériaux conventionnels de l'autre côté qui vont émettre du carbone. Donc l'analyse de cycle de vie, en général, on vous donne des données seulement sur les émissions de carbone équivalentes, mais il y a en tout 16 critères à la fin d'une analyse de cycle de vie. Donc là, je vous en présente quelques autres. Donc notamment l'épuisement des ressources et l'acidification des sols. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que donc premièrement l'étude de laquelle sont issues ces données, donc qui est une étude ministérielle, a choisi d'étudier un chanvre produit avec une fertilisation, donc des intrants. Donc, François, vous avez dit en début de conférence que c'était pas forcément nécessaire, donc je le rappelle ici, mais donc lorsqu'on met des intrants, lorsqu'on vient fertiliser notre sol pour produire du chanvre, ça va être cette action qui va être la plus impactante et sur l'épuisement des ressources et sur l'acidification des sols. Donc ce qu'on voit là, c'est vraiment que
si sans cette fertilisation, l'impact de la production agricole du chanvre est vraiment faible. Si on regarde dans un premier temps la proportion entre prélèvement de carbone dans l'atmosphère, enfin, ou de gaz à effet de serre et émissions, on voit que le rapport est vraiment important puisqu'on a un rapport de 1 sur 9 quasiment. Donc on prélève beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'on en émet lorsqu'on produit du carbone, même si on a de la fertilisation. Donc qu'est-ce qu'il en serait si on n'en a pas? Donc encore une fois, à droite, on voit l'impact aussi de la fertilisation sur les émissions de gaz à effet de serre. Je vais assez vite là-dessus parce qu'il y a d'autres choses intéressantes à voir sur ce cas. Alors, là, ce que je vous ai présenté jusque-là, c'est des données d'analyse de cycle de vie assez classiques. Mais ce que je souhaite faire passer comme message ici, c'est qu'on peut avoir une autre démarche de calcul d'analyse de cycle de vie et de considération de l'impact du bâtiment sur l'environnement. Donc on a tendance à, donc, on peut considérer le bâtiment comme une interface entre notre environnement naturel et notre environnement social. Donc chacun de ces environnements va avoir un capital, donc le capital de la biodiversité par exemple, ou donc pour l'environnement naturel, et le capital par exemple économique pour notre environnement social. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on cherche à minimiser nos impacts sur l'environnement, et notamment en minimisant par exemple les coûts économiques de notre construction. Donc on a une démarche plutôt où on cherche à minimiser vraiment la destruction, on va dire, de l'environnement. Ce qu'on peut faire, en fait, aussi, donc une démarche un peu alternative et vraiment intéressante, c'est plutôt chercher à maximiser les bénéfices environnementaux et économiques, donc avoir une démarche qu'on va appeler régénérative. Et donc, au lieu de chercher à minimiser la destruction, on va chercher à maximiser la construction, la régénération de notre environnement. Et donc, c'est simplement, donc, par exemple, en cherchant à stocker un maximum de carbone dans les bâtiments. Donc, ce qu'on voit, le chanvre permet notamment de stocker une grande quantité de carbone, et notamment dans ces granulats, donc dans la chaîne POT. Donc, on a ici un graphique qui permet de comparer différentes agro-ressources, donc le chanvre, le miscanthus, le lin, qui soit oléagineux ou le lin utilisé pour la fibre. Et le fait de produire du chanvre va nous permettre de stocker une quantité de carbone vraiment importante, et notamment dans les granulats, parce que donc c'est l'une des plantes pour lesquelles il y a un des meilleurs rendements en termes de production de fibres et de granulats. Aujourd'hui, dans les analyses de cycle de vie classiques et dans les réglementations qu'on cherche à construire, donc notamment la prochaine réglementation RE 2020, on utilise une analyse de cycle de vie classique dans laquelle on ne prend pas en compte le temps. On ne prend pas en compte le stockage de carbone en fait temporaire. Donc, ce que je vous présente là, c'est un nouveau type d'analyse de cycle de vie, donc qui est mise en place par des chercheurs récemment, où on vient prendre en compte le temps, et donc on va réaliser ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie dynamique. Donc, si on prend en fait le graphique en haut à droite, on a sur ce graphique les émissions de gaz à effet de serre, donc l'impact environnemental en fonction du temps d'une construction d'un projeté chaud-chanvre réalisé avec des matériaux locaux. Donc ce qu'on voit, c'est que en première partie de courbe, au petit 1, donc la production agricole de chanvre va nous permettre de stocker une grande quantité de carbone. Donc on séquestre ce CO2. Ensuite, en petit 2, quand on vient fabriquer la chaux, la transporter, réaliser la construction, donc mélanger notre chanvre avec notre chaux, etc., on vient émettre une quantité assez importante aussi de carbone. Ensuite, en 3, donc là il ne faut pas tenir compte du texte en bas à gauche, en petit 3, ce carbone il vient en fait se dissoudre dans l'atmosphère et être en partie capté aussi par notre chaux-chanvre, puisque en fait la chaux va carbonater, donc en fait pour sa réaction chimique, elle a besoin aussi de capter
une petite partie du carbone de l'atmosphère environ. Donc, on réduit en cette troisième partie de courbe l'impact environnemental. On arrive du coup à un stockage de carbone. En 4, on a considéré là dans les scénarios de l'étude un entretien des enduits. Donc on vient entretenir les enduits à 35-40 ans. Donc on vient rajouter de la chaux, donc ça réémet du carbone. Et ensuite en 5, en dernière partie, on a différents scénarios de fin de vie. Donc soit on vient à la fin de la vie du bâtiment placer le chaud-chanvre en décharge, et donc dans ce cas-là, le carbone va être réémis dans l'atmosphère, ou alors, dans le cas de la ligne bleue, on vient donc utiliser revaloriser en fait ce chaud-chanvre en chaulage dans les champs. Et donc là, le carbone va être en partie capté par les sols et par les plantes. Donc si on regarde le graphique qui est juste en dessous, dans ce graphique, en fait, on cumule, on cherche à cumuler en fait la captation et l'émission de carbone. Donc ce qu'on voit en fait, c'est simplement l'impact environnemental cumulé au fur et à mesure des années. Ce qu'on voit, c'est que sur ce graphique, c'est qu'il est vraiment différent de prendre en compte justement la temporalité, le captage temporaire de carbone, puisque en fonction de là où va se placer le curseur sur ce graphique en termes d'années, on va avoir différentes valeurs de captage de carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les analyses de cycle de vie classique, dans les FBES, on va se placer soit à 50, soit à 100 ans. Donc ce qu'on voit ici, c'est que ça dépend totalement du temps et notamment du scénario en fin de vie. Voilà. Donc je vous ai parlé d'impact environnemental, mais donc, on peut parler aussi d'impact social de nos constructions. Donc là, je vous présente une petite étude qui a été faite par Luc Floissac en 2009, et donc qui a cherché à construire un critère donc qu'il a appelé l'intensité sociale, donc pour justement essayer de quantifier l'impact social d'une construction. Donc ce critère, c'est simplement le prix d'un système constructif divisé par le temps d'artisan nécessaire pour le faire. Donc on vient regarder en fait simplement est-ce que le système constructif qu'on utilise va créer de l'emploi, enfin, utiliser du savoir-faire d'artisans non délocalisables. Voilà, donc on va opposer ici le prix donc plutôt d'une manufacture de matériaux à un prix de main-d'œuvre. Ce qu'on voit ici, c'est que il a placé un logement individuel en tant que référence, donc un logement individuel construit en terre-paille, bois terre-paille. Et donc il a comparé deux autres types de construction avec, donc parpaing et laine de roche ou briques monomure. Donc on voit que les matériaux locaux et peu transformés ont non seulement des impacts environnementaux et sociaux optimisés, mais aussi donc un prix voilà qui est à considérer. Pour finir ma partie, j'ai peut-être un peu débordé. Donc je souhaitais vous parler un peu de technologie et de résilience dans le sens où utiliser le chanvre, donc que ce soit en vrac ou en béton, ce sont des technologies qui sont plutôt relativement faciles à réaliser et donc qui vont nous permettre de entretenir notre patrimoine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple quand on prend l'exemple de la France ou de la Normandie, on a un patrimoine bâti qui est composé à 2/3 de bâtiments qui datent d'avant les années 70. Et donc il va être majoritairement composé de matériaux qui laissent justement passer l'humidité, donc le bois, la terre par exemple et les fibres. Et donc si on vient couper ces transferts d'eau et de vapeur, avec notamment ce qui est fait classiquement, donc des enduits en ciment, on vient dégrader en fait notre mur. Et donc l'utilisation de ces matériaux, donc des matériaux à base de terre les matériaux biosourcés vont nous permettre de créer des continuités capillaires dans notre mur et donc de permettre les transferts d'eau sous forme liquide ou vapeur vers l'intérieur ou vers l'extérieur de notre habitation et de cette manière-là d'entretenir vraiment nos habitats. Donc
ici, pour finir, utiliser de la terre, donc j'en reparlerai tout à l'heure, mais donc ça permet vraiment d'avoir une technique qui est résiliente puisqu'on peut utiliser la terre, donc elle est réparable à l'infini, on a une ressource qui est disponible un peu partout, on a un matériau qui est très peu transformé et on utilise des savoir-faire plutôt locaux. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.